C'est un acte sensé, mais qui suscite des discussions ou querelles selon la perception de chaque femme et de son entourage. L'allaitement maternel, qui n'est que le mode d'alimentation d'un nourrisson ou d'un enfant par le lait maternel via les seins de la mère, sera au cœur de ce numéro de Santé Plus qui reçoit pour vous le docteur Marcos Doussor. Il est pédiatre. Docteur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être à nouveau votre invité. Alors, avec vous, docteur, nous parlerons du lait maternel, de l'allaitement, de ses freins et de ses bienfaits. C'est bien cela? Exactement. Chers téléspectateurs, merci à vous d'être avec nous sur ce numéro de Santé Plus. Tout de suite, l'entretien. Alors, docteur Doussor, c'est quoi l'allaitement maternel? Merci beaucoup pour cette question. Alors, l'allaitement maternel, c'est le fait pour une maman de nourrir son enfant avec son propre lait. Alors, ça va s'opposer un peu à l'allaitement artificiel, qui est le fait de nourrir le bébé avec un lait qui n'est pas un lait naturel, qui est un lait fabriqué à partir du lait de chèvre ou bien du lait de vache, ce que nous appelons le lait artificiel. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui explique autant de passion ou autant de querelles que cela suscite, alors que c'est un acte qui doit être universel? Ah, mais c'est vrai, je trouve votre question vraiment pertinente, mais ça peut se comprendre. L'allaitement en tant qu'alimentation est une question universelle. Et puis, nous savons tous que ce qui permet même de classer les animaux, vous allez m'excuser un peu, l'homme est un animal. Pour nous qui sommes scientifiques, ça y va de soi, donc ne soyons pas gênés de le dire. Donc dans cette classification, nous sommes classés parmi les mammifères. Et les mammifères, ce qui les distingue des autres animaux, c'est le fait que les femelles, donc les femmes, allaitent leur bébé avec du lait maternel, avec du lait produit à partir de leur sein. Donc c'est pour vous dire qu'en tant que tel, c'est une question universelle. Et vous savez, tout ce qui touche à l'enfant, au nouveau-né, ça génère des émotions. Donc, c'est normal qu'il y ait des passions. Et s'il y a des querelles, c'est parce qu'il y a plusieurs choix à faire. Parce qu'on a le choix entre le lait maternel et on a le choix entre le lait artificiel. Et donc, c'est normal que dans ce choix, que ça se discute et tout. Et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, justement, dans le choix socio-culturel dans ce choix. Et je pense que c'est à ce niveau vraiment que se trouve les difficultés, tout ce que nous avons comme querelle, comme passion, tout ce que nous voyons. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut comprendre et aisément. Maintenant, tout va dépendre de comment nous allons gérer ces questions, ces passions pour le bien-être de l'enfant. Parce que nous n'oublions pas que... Et de la mère, merci. Et parce que c'est surtout de ça qu'il est question. Alors, docteur Doussor, les mamans ont presque toujours mis leur bébé systématiquement au sein avant les recommandations de l'OMS qui stipule désormais que l'allaitement exclusif et l'allaitement maternel doit être exclusif jusqu'à 6 mois. Pourquoi cette prescription? Il faut déjà comprendre que l'OMS est dans son rôle. Son rôle, en fait, c'est de faire des recommandations pour le bien-être de la population en général. Maintenant, il y a des spécificités. Quand il y a des spécificités, maintenant, on peut voir comment gérer chaque cas. Mais ces recommandations sont faites à partir d'études. Donc, on a constaté que lorsque les enfants sont nourris exclusivement au sein pendant 6 mois, que ça présente plus d'avantages que lorsqu'on introduit d'autres choses. Quels sont ces avantages-là? Ces avantages, déjà, c'est qu'il faut comprendre que le lait maternel, c'est un lait qui est personnalisé. N'oubliez pas, l'enfant est porté par sa mère. Donc, il était déjà nourri dans le ventre, depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Donc, ce n'est qu'une continuité, ce n'est qu'une autre forme d'alimentation qui est continuelle. Et le lait maternel suffit pour nourrir un enfant, pour répondre en fait aux besoins de l'enfant jusqu'à 6 mois. Donc, en fait, c'est une question de nécessité. Si on a le lait maternel qui est le meilleur, qui est l'original, qui peut suffire à nourrir l'enfant jusqu'à 6 mois, avec plein d'autres avantages, pourquoi alors faire l'option d'un autre lait? C'est pour ça que l'OMS recommande, sur la base des études
bien sûr, de donner uniquement le sein jusqu'à 6 mois. Ce n'est qu'une recommandation. S'il y a des cas où vraiment on voit que la chose n'est pas possible, et là, on peut faire autrement. Alors dites-nous, malgré les nombreuses sensibilisations aujourd'hui, on parle encore de 40% de bébés nourris exclusivement au lait maternel. Au Bénin, 16% de femmes continuent ou refusent d'une manière ou d'une autre d'adopter ces prescriptions de l'OMS. Qu'est-ce qui justifie cette réalité liée au Bénin? Bon, en fait, il faut d'abord reconnaître que c'est une triste réalité. Les causes, on peut les situer à plusieurs niveaux. Déjà, ça peut être une méconnaissance vraiment des avantages, parce qu'on peut entendre parler des avantages comme ça sans les intégrer. Donc, c'est déjà à ce niveau que je vois que le problème se pose. Mais c'est que dans notre culture, dans notre façon de faire, il y a des pratiques. Et ces pratiques, en fait, sont fondées sur des fausses croyances. Vous savez, tout bébé fait le hockey. C'est normal, par exemple. Mais le fait de faire le hockey, c'est gênant. Donc, on pense qu'il faut lui donner de l'eau. Or, vous savez, la définition de l'allaitement maternel exclusif est une définition stricte. Dès lors que vous donnez autre chose que le lait maternel, vous n'êtes plus dans l'allaitement maternel exclusif. Sinon, les femmes donnent bien leur sein, mais c'est le fait d'ajouter d'autres choses à ça qui pose problème. Ou d'autres médicaments, les médicaments, surtout les plantes. Oui, parce qu'on voit souvent que dans nos réalités, et plus précisément les réalités africaines, je voulais dire, et plus précisément au Bénin, quand on met un enfant au monde, il y a aussi les plantes qui accompagnent. C'est-à-dire les décoctions de plantes qui accompagnent le suivi de l'enfant. Et c'est au même moment qu'on allaite l'enfant. Est-ce que c'est normal? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Même là aussi, c'est une question de fausse croyance. Parce que vous allez voir un bébé qui va se tortiller, le ventre va faire du bruit, il va groyer. C'est normal. Au contraire, c'est un signe de bonne vitalité qui montre que le cerveau fonctionne bien. Les enfants qui ont été réanimés, par exemple, n'ont pas de ces signes. Mais c'est ça que nous prenons à tort comme étant une mycose, par exemple. Et lorsque c'est le cas, on apporte des choses pensant que l'enfant a un problème qu'on veut prévenir et qu'on veut régler. Pourquoi on donne les tisanes? On donne les tisanes parce qu'on se dit que l'enfant va éliminer certains déchets. Alors que les sels, normalement, d'un enfant, c'est comme la sauce sésame. Donc, les sels que nous prenons comme étant des sels qui ne sont pas des sels normales, sont en fait des sels qui sont normales. Or, c'est pour ça qu'on a des pratiques. Donc, nous avons de fausses croyances, en fait, qui nous conduisent vers des pratiques qui, finalement, font que nous sortons, en fait, de cette définition de l'allaitement maternel exclusif. Maintenant, le problème que ça pose, c'est quoi? C'est que, en donnant ces choses, il y a une probabilité qu'on apporte, c'est-à-dire qu'on d'abord, on veut régler un problème qui n'existe pas, et maintenant qu'on crée d'autres problèmes à l'enfant. Et nous, en tant que médecins, nous sommes bien placés pour en parler. Vous voyez, dans le lait maternel, vous avez des antibiotiques naturels qui protègent déjà l'enfant. En parlant des bienfaits du lait maternel. En parlant des bienfaits. Mais quand vous donnez d'autres choses, vous allez utiliser des gobelets, vous allez utiliser... vous allez manipuler ces choses. Il y a une probabilité que vous apportez des germes à l'enfant et c'est ce que nous observons. Et les recommandations de l'OMS, ça vise essentiellement à protéger la vie de l'enfant. Donc déjà, on a vu que le lait répond aux besoins nutritionnels. Maintenant, après, il ne faut pas qu'on ait des pratiques, d'abord, qui concurrencent le lait maternel, alors que le lait maternel est meilleur. Là, je vais parler de l'eau. Maintenant, il ne faut pas que nous ayons des pratiques qui se basent sur des fausses croyances, qui, croyant résoudre des problèmes qui n'existent pas maintenant, apportent d'autres problèmes à l'enfant. Et la finalité, c'est qu'on a des maladies un peu plus fréquentes à ces âges, alors que c'est des enfants qui sont très vulnérables. Les diarrhées, les infections. Les diarrhées, les infections respiratoires. Vous voyez, alors que quand un enfant est bien nourri au lait maternel, c'est comme s'il est vacciné tous les jours. Alors, qui décide, selon vous, docteur, de l'allaitement maternel? Est-ce la mère, le père ou la société, c'est-à-dire l'entourage? Bon, votre question, ça m'a fait sourire un peu parce que moi, je prends la question dans l'angle de qui devrait décider. Et je pense que c'est la maman. Parce que, sauf quelques exceptions, une maman, c'est d'abord quelqu'un qui est mature. La plupart des mères, la grande majorité des mères ont quand même 18 ans. Et donc, si elle a porté une grossesse, si elle a désiré et tout, c'est à elle de décider. Mais là où le problème, là où je vois la pertinence de votre question, c'est parce qu'il y a l'influence, en fait, déjà du papa. Dans nos sociétés, nous savons,
la mère doit être soumise et tout, dans l'influence du papa. Et au-delà du papa, il faut voir les mémés, les belles tantes et tout ce monde-là. L'entourage proche vraiment qui exerce une pression et qui partage ses contre-exemples, je vais dire, de l'allaitement maternel avec ce dernier, donc qui finissent par influencer en fait la décision de cette dernière. Donc idéalement, normalement c'est la mère, mais dans nos réalités, c'est pratiquement tout le monde qui y contribue et ça fait partie quand même de nos difficultés. Alors, avant d'aborder la qualité du produit du lait maternel, nous allons d'abord faire un tour à la régie pour suivre ce reportage que nous avons réalisé par le passé sur l'importance de l'allaitement maternel. Clinique Saint-Vincent-de-Paul de Cotonou un jeudi matin. Surprise ici en train d'allaiter son enfant, Adjoa, une mère de 34 ans dans l'attente d'une consultation pédiatrique. Pourquoi accorder une si grande importance à cette action? Quelle importance pour le nouveau-né? Carmen Agondanou, gynécologue obstétricienne, explique. C'est le seul aliment parfaitement adapté aux besoins de l'enfant et qui a une valeur spécifique de la mère pour son bébé. Il contient beaucoup d'éléments qui vont participer à la croissance adéquate de l'enfant. Les bébés allaités, on remarque chez ces bébés qu'ils ont vraiment un risque moindre de gastro-entérite. Les bébés ont également un moindre risque d'infection respiratoire, c'est-à-dire les bronchiolites, le rhume, quand le bébé tousse, la toux. Il peut être aussi associé à une réduction de la mort subite chez l'enfant. Nous pouvons aussi dire qu'il a un effet protecteur dans le cas de certaines maladies inflammatoires, les maladies de la peau, les eczémas. Nous appelons ça eczéma, c'est-à-dire de certaines inflammations de la peau. Autant d'avantages qui permettent au nouveau-né de croître normalement. L'allaitement maternel procure aussi bien de bénéfices aux femmes allaitantes. L'allaitement maternel réduit considérablement le risque de cancer du sein chez la maman. Nous pouvons dire aussi que cet allaitement maternel participe à une méthode de contraception que nous appelons méthode maman. Que dire alors des mères qui réprouvent l'allaitement maternel? Qu'arrive-t-il aux enfants qui n'en ont pas connu? Ils se sentent peut-être pas assez cajolés par la maman comme ils devaient l'être. Et ça peut effectivement agir sur la personnalité. Plus tard, ça peut entraîner que ce soit une personne assez froide ou une personne qui soit un peu plus réservée. Et puis, bon, parfois aussi, on dit que le développement cognitif, c'est-à-dire le QI, comme nous disons, chez les enfants qui sont allaités par leur maman, quand on fait ces tests, on sent que ces enfants ont des capacités parfois plus élevées. L'allaitement ne fait pas perdre la beauté des seins. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont allaité, mais qui ont toujours gardé la belle plastique de leur sein. Donc, je pense que l'allaitement maternel est quelque chose de très primordial pour la santé de la maman et pour la santé du bébé. Même les mamans qui travaillent doivent faire cet effort-là et ne pas seulement s'adonner à l'allaitement artificiel. Preuve que des efforts restent à faire pour que le taux mondial d'allaitement exclusif pour les enfants de moins de 6 mois soit porté à 50% d'ici à 2025, comme l'évoque un nouveau rapport de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Docteur, votre avis sur cet élément? Bon, je pense que c'est un élément qui résume vraiment les avantages de l'allaitement maternel. Et je voudrais juste ajouter quelques avantages qui me semble-t-il n'ont pas été cités là. C'est l'aspect économique. Vous voyez, le lait maternel, il est disponible, on n'a pas besoin d'aller payer. Et puis, vous savez, une maman produit en moyenne par jour 800 ml de lait. Donc, essayez de voir un peu l'équivalent si les parents doivent débourser de l'argent pour le sortir. Et il y a des parents, moi, qui ont témoigné que rien que l'allaitement, rien que le fait de ne pas allaiter le bébé, de donner le lait artificiel, peut faire dépenser pour le ménage 60 000 par mois. Vous imaginez, ce n'est pas négligeable. Donc, il y a cet aspect que je voudrais Je suis d'accord, mais il faudrait aussi notifier que ce n'est pas dans tous les cas. Toutes les femmes n'ont pas cette chance ou cette possibilité d'avoir ce liquide-là pour pouvoir nourrir leurs enfants. Mais je suis d'accord avec vous et c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui ont cette chance doivent vraiment en profiter.
Et qu'est-ce qui peut justifier une telle situation? C'est-à-dire une maman qui suit normalement une grossesse, qui arrive à terme et qui accouche un enfant, mais qui n'a pas de lait dans son sein. Vous savez, le fonctionnement du corps est un peu complexe. Il faut comprendre que la production du lait est commandée directement par le cerveau. Donc, une maman qui est stressée, une maman qui n'est pas conditionnée pour donner le lait, son lait à son enfant peut déjà avoir ses problèmes. Depuis la grossesse. Depuis la grossesse. C'est pour ça que c'est important déjà pour nous médecins, pour les gynécologues et pour l'entourage de préparer une maman qui est enceinte déjà à allaiter son enfant. Mais il faut savoir aussi que c'est le fait de mettre l'enfant au sein. C'est la succion qui fait déclencher la production. Voyez? Mais je reconnais qu'il y a des mères qui, malgré, lorsqu'on fouille, on cherche les causes, sans vraiment raison, on voit qu'ils ne produisent pas de lait du tout, ou bien qu'ils n'en produisent pas assez, ou bien qu'il y a des enfants qui en demandent vraiment beaucoup plus. Donc, dans ces cas, on n'a pas le choix, on est contraint de donner le lait artificiel qui va permettre au moins à l'enfant de croître et qui perdre les autres avantages par rapport au lait maternel. Dites-nous, docteur, qu'est-ce qui apporte ou crée ce liquide dans les seins de la mère? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la femme est enceinte, il y a une modification des hormones. Donc, cette modification déjà fait qu'elle est préparée. C'est-à-dire l'usine de production est prête. Mais malgré ça, il faut des intrants. Donc, il faut son alimentation. Donc, l'alimentation de la femme enceinte est déjà très importante pour qu'on ait vraiment le lait qui va venir après soit de meilleure qualité. Et puis, son alimentation tout au long de l'allaitement aussi est très important. Et tout à l'heure, j'ai dit, il faut déjà qu'elle boive de l'eau. Qu'elle boive suffisamment de l'eau et surtout qu'elle soit dans les dispositions, qu'elle ne soit pas stressée. Parce que le stress vraiment en ajoute. Et vous savez, la pratique de l'allaitement n'est pas quelque chose d'aisé. Quand on accouche, tout est bousculé, l'organisation au niveau en interne, au niveau du ménage et tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup n'arrivent pas vraiment à faire parce que la pratique de l'allaitement n'est pas facile. Il faut être motivé, il faut être déterminé pour la faire, il faut s'organiser, il faut bien s'alimenter. Alors, docteur, qu'est-ce qui différencie le premier liquide qui sort, qui est carrément différent, appelé souvent colostrum, et le lait qui vient par la suite? Qu'est-ce qui différencie la qualité de ces deux liquides? Oui, déjà, vous allez voir qu'au niveau de la couleur, que ce n'est pas la même chose. C'est un liquide qui est jaune parce que c'est un liquide qui est concentré, qui a moins d'eau, mais qui est plus riche en protéines et en graisses. Et vous savez, les protéines et les graisses fournissent vraiment de l'énergie. Donc, le bon Dieu a su faire les choses de sorte qu'au début, ce liquide qui sort parmi les 3 premiers jours, c'est en petite quantité, mais cette petite quantité apporte vraiment beaucoup plus d'énergie que le lait qui va sortir après. Mais après 3 jours, c'est bien hydraté, donc il y a assez d'eau. Et donc, ça devient blanchâtre et puis... Il y a plusieurs d'autres nutriments qui s'y ajoutent. Il faut dire que le fait que de l'eau s'y ajouterait d'autres nutriments, ça fait qu'en matière de composition par rapport à la protéine et par rapport aux graisses, ça va se normaliser un peu. Mais vous savez, ça s'adapte en fait au fil des jours parce que à la naissance, l'enfant, son estomac aussi n'est pas aussi déplissé, n'est pas aussi grand pour recevoir de grandes quantités. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et cela dépend aussi de l'alimentation de la maman, toujours, de la qualité de l'alimentation de la maman. C'est surtout de boire de l'eau. C'est vrai, on a quelques conseils qu'on donne aux mères au début pour qu'il y ait une bonne montée laiteuse. Mais je veux profiter de cette question pour faire une clarification. Une mère qui allaite n'a pas besoin de manger pour 2 enfants. Non, enfin pour 2 personnes, je veux dire. Mais c'est ce qu'on conseille, il faut bien manger, surtout au Bénin. Non. Il faut bien manger pour bien allaiter ton enfant. Au cours de la grossesse, la femme prend en moyenne 12 kilos de plus. Maintenant, à la naissance, il y a 3 kilos parmi les 12 kilos qui vont servir de réserve sous forme de graisse. Et ces réserves-là sont comme des sources d'énergie maintenant pour la pratique de l'allaitement maternel. Donc, si la femme ne sait pas et que ce qu'on lui recommande, c'est de manger normalement, et de prendre une collation, c'est-à-dire un repas léger en plus des 3 repas ou bien des 4 repas qu'on a l'habitude de prendre, c'est de faire en sorte que son alimentation soit riche en fer, en calcium, en acides gras, l'oméga 3 qu'on retrouve dans les poissons et autres. Donc, c'est vraiment ça. Si elle mange plus, si elle mange pour 2, elle va grossir. Et ça, c'est vraiment une clarification que je tiens à faire
par rapport à votre Et question. très nécessaire pour les femmes qui veulent garder leur la lait. ligne. Voilà. Et comment définir la quantité du lait qu'il faut pour un bébé, pour bien nourrir son bébé? Non, ce n'est pas une quantité qu'il faut qu'on évalue. On n'a pas besoin d'évaluer cette quantité pour plusieurs raisons. Parce que l'allaitement se fait à la demande. Donc, dès que le bébé manifeste le désir de l'allaiter, il faut lui donner le sein. Et une mère, habituellement la nuit, les enfants ne dorment pas. Donc, ils profitent pour téter beaucoup. En journée, ils dorment. Et c'est pendant ce temps qu'on peut demander à la maman d'essayer de mettre son enfant au sein toutes les 2 heures. Mais en moyenne, un enfant, il va téter 8 à 12 fois. Mais ça varie beaucoup selon chaque enfant et selon la disponibilité de la mère. Et puis, il faut faire beaucoup attention. Il y a des enfants qui ne sont pas très demandeurs, qui vont commencer à mettre le doigt dans la bouche. Donc, quand vous voyez que votre bébé ne demande pas beaucoup le sein, il faut vous dépêcher de le lui donner fréquemment. Sinon, lui va trouver un autre mécanisme, c'est de commencer à sucer le doigt. Et quand ça commence, c'est vraiment difficile De pouvoir le ramener, de pouvoir le à allaiter ramener. normalement Et et ça fréquemment. pose un problème, ça devient un frein à son alimentation et le poids va subir De conséquences. voilà, de conséquences aussi. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a un enjeu de santé suite à la reprise de l'allaitement après un arrêt pendant plusieurs mois? En principe, ça ne devait pas poser problème. Très souvent ici au Bénin, quand tu arrêtes d'allaiter ton bébé ou ton enfant pendant 2, 3, 4 jours, on dit déjà que le lait n'est plus de bonne qualité et qu'il faut profiter de l'occasion pour mettre un terme à l'allaitement Non. maternel. Sur ce plateau, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que 2, 3, 4 jours, c'est peu. Bon, allons même jusqu'à 1 mois. Parce qu'il y a des enfants qui font justement des grèves de faim. Il y a des mères qui voyagent juste pour 1 semaine, pour 2 semaines. Il n'y a pas d'inquiétude. On peut remettre l'enfant au sein. Une fois qu'une mère a accouché déjà dans sa vie, une fois, dès qu'elle remet un enfant au sein, même si ce n'est pas son propre enfant, mais ça c'est une pratique à déconseiller, dès qu'elle se remet à donner le sein à un enfant, il y a une production. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est le fait de sevrer un enfant. Ça, c'est un traumatisme qu'on fait déjà subir à l'enfant en le sevrant. En le remettant au sein pour le sevrer à nouveau, là, c'est ça qui est déconseillé. Parce que le sevrage, quand ce n'est pas bien fait, ça peut avoir des conséquences psychologiques sur l'enfant. N'oubliez pas que l'allaitement... Ces conséquences se manifestent comment? Ah, mais après, vous allez voir que c'est un enfant qui peut avoir des troubles de la personnalité, il peut avoir un manque de confiance en lui, comme il peut être un enfant révolté. Et voilà, donc c'est un peu... Enfin, pour ne citer que quelques exemples, quoi. Dans quel cas, docteur, le lait maternel peut être nocif pour l'enfant? Bon, il y a très peu de cas. Bon, le cas que nous connaissons le plus souvent, c'est l'infection au VIH. Donc, c'est les infections virales de façon générale. Mais vous savez que le VIH, ça passe par le lait maternel. Donc, lorsque c'est un enfant qui doit être né d'une mère PV-VIH, là, on prend les précautions pour que si la maman doit donner le sein à son enfant, que l'allaitement soit protégé par les médicaments que la maman va prendre. Même là encore, c'est une contre-indication relative. Sinon, tant que la mère est en bonne santé pour donner le sein à son enfant et que l'enfant peut prendre le sein, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas donner. Nous tendons vers la fin de cette émission. Dites-nous, avant de boucler cette émission, dans quelle position il faudrait confortablement allaiter l'enfant? Ah non, sur cette question, il y a plusieurs positions. Ce que je peux dire, c'est inviter les mères à se renseigner, à s'informer un peu sur ces positions. Ce qu'on observe le plus souvent, c'est la position en Madone, où on voit que l'enfant est positionné de côté, la tête dans le creux du coude comme ça. On fait de sorte à ce que son ventre soit au contact du ventre de la mère et que le sein soit vraiment dans la bouche de l'enfant, de sorte à ce que son menton touche le sein de la mère et que l'oreille, l'épaule et la hanche soient alignés. Donc c'est la position que nous observons souvent, mais il n'y a pas que cette position. Il y a plusieurs autres positions et c'est bien que les mères se renseignent sur ces positions justement pour adopter les positions qui leur donnent le plus de confort, puisque c'est ça le principe. C'est que la maman puisse être confortablement assis, à l'aise en donnant le sein et que l'enfant aussi puisse être bien positionné pour le prendre. En guise de conclusion, quelle est la corrélation entre l'allaitement maternel, le cancer de sein et la beauté de la poitrine? Bon, ce cancer, ça, les études sont claires dessus. Le fait pour une mère d'alerter son enfant diminue le risque de cancer du sein et du cancer de l'ovaire aussi. La gynécologue l'a bien précisé. Elle a bien précisé, voilà, tout à l'heure.
l'allaitement en elle-même n'abîme pas le sein. Ça n'enlève rien à la beauté du sein. Seulement que, vous savez, il ne faut pas que, au moment où on pratique l'allaitement, que la mère se laisse aller. Parce que quand le fait qu'il y a du lait dedans, c'est un poids qui va faire descendre les seins. Donc, il faut vraiment des pratiques, des soutiens-gorge qui sont bien adaptés pour soutenir le sein pendant l'allaitement. Mais dès que le sevrage est fait, en principe, tout revient. Docteur, moi je dirais qu'il y a aussi une contrainte liée au boulot, la reprise de boulot, qui amène les femmes à forcer un peu à déranger leur sein en pressant le lait maternel pour l'enfant lorsqu'elles sont absentes. Cela contribue aussi à l'affaissement des seins. C'est ce qu'on remarque souvent. Ah bon, moi je ne partage pas. Je ne partage pas vraiment. Bon, on va voir, peut-être que c'est un sujet d'étude que vous venez d'évoquer comme ça. On va faire l'enquête pour voir. Sinon, ça m'étonnerait quand même. Alors là, j'attendrai bien les résultats. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à ce numéro de Santé Plus. À l'instant, nous recevions le docteur Marcos Doussor. Il est pédiatre et il nous a entretenu sur l'importance, les bienfaits et les freins de l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois. Vous l'aurez compris, chères dames, c'est un choix de survie, de bonne croissance de votre enfant lorsque vous adoptez de suivre ou de pratiquer l'allaitement maternel exclusif pour votre enfant de 0 à 6 mois. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt.